Julien Scavini, bonjour. Bonjour. Alors un vêtement que vous avez porté jadis, alors jadis ça peut être il y a 20 ans, ça peut être il y a 5 ans, vous allez me dire, et qu'aujourd'hui vous pourriez plus porter et que même vous pouvez plus voir en couleur, quoi. Parcours de jeune élégant qui arrive de province et qui découvre Paris, qui demande à sa mère de lui acheter une veste ou deux, puisque sur la côte basque ça n'existe pas. Et quel est le fournisseur pour ma mère à l'époque? La Redoute, donc une veste en velours d'assez moyenne qualité, Gap, une veste en lin d'assez moyenne qualité, voilà. Un regard tendre sur Oui, cette époque. j'allais voilà. vous dire, vous avez quand même une certaine Tout tendresse à sur fait, ce... mais je ne les porterai plus. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec aujourd'hui à côté de moi Julien Scavini, tailleur, fondateur de l'entreprise qui porte son nom, donc Scavini, Paris, dans le 7e arrondissement. Alors est-ce que lorsqu'on fait votre métier, Julien Scavini, quand on monte sa société dans ce genre de business, est-ce que donner son nom à sa boîte, c'est tout à fait naturel? Ou alors est-ce que pour vous, c'était pas du tout évident, hein? Vous avez peut-être même brainstormé ou... Oh, non, enfin, si, ça a été très évident, ça doit être probablement mon ego qui parle, mais ça me paraissait C'est évident honnête. voilà, d'appeler ça Scavini. Écueil proposé immédiatement par l'avocat, oui, mais en cas de vente, c'est ton nom. Ah oui. Le sujet s'est posé dès la création des statuts. Deux raisons pour lesquelles il me paraissait logique que ce soit mon nom. Un, je ne pensais pas en faire un monument international avec des succursales partout, mais au contraire une activité assez artisanale Oui, et quelque chose d'assez personnel. oui. Donc ça m'a paru logique en fait. Donc d'emblée, c'est amusant, vous dites d'emblée, voilà, c'est mon ego qui a parlé. Mais par ailleurs, mon ego ne m'a pas donné envie d'aller m'implanter dans tous les pays du monde et de me développer de façon De vertigineuse. façon exponentielle, non. En plus, le fait est que moi je suis d'une famille où mon arrière-arrière-grand-père était un grand bottier parisien. Et sa société, disparue dans les années 30, s'appelait Dussert, Scavini et Fils. Dussert parce qu'en fait, c'était l'épouse de l'un des Scavini. Et donc, si cette société n'existait plus, rachetée par Perugia, puis un grand bottier dans les années 30-40, j'avais quand même une sorte de fond familial d'affiches ou d'idées. Oui. Donc, ça me paraissait logique, pas de ressusciter, parce que c'était pas le mot, mais d'utiliser mon nom. Mais de ressusciter, en revanche, enfin, surtout d'entretenir ce que vous me décrivez, c'est-à-dire cette émulation entrepreneuriale qui est celle de votre famille. Vous vous êtes toujours vu entrepreneur. Alors pas forcément dans ce milieu-là, peut-être pas. Ma mère disait que je serais toujours chef. Ah. Donc, alors on peut être chef dans une grande entreprise ou on peut être chef à son compte. J'ai préféré cette voie peut-être plus simple pour moi. Et donc, ça me paraissait, oui, encore une fois, logique de dérouler mon nom. Alors, attention, c'est vrai que j'ai eu un bottier du côté de mon arrière-grand-père, mais après, ça n'était qu'une famille d'ingénieurs. Il a vraiment fallu que je fouille, voilà. Ça cette n'était idée. qu'une famille d'un Voilà, ingénieur. exactement. Mais c'est l'idée de faire de l'artisanat et Hmm. de faire du costume, où j'aurais pu être bottier aussi, mais j'ai préféré, in fine, le costume. Oui, cette passion justement, non pas pour l'entrepreneuriat, mais pour les beaux vêtements, pour ce que vous faites aujourd'hui. On parlera ensuite de vos produits, si c'est pas un terme trop... Oui, je trop vois. basique, mais non, mais c'est vrai. Ouais, mais cette passion pour le beau vêtement, elle est née très jeune. Alors, c'est vrai que elle est née très très jeune, dès l'école primaire, où j'aimais bien, dans les années 90, les mocassins avec des franges, là, et façon un peu golf. Je Ouais. trouvais ça un petit peu... Ça m'amusait sur les professeurs, il fallait que j'en parle à mes parents. Bon, après, j'ai eu un déroulé classique d'adolescent de la côte basque, donc pas plus intéressé que ça aux vêtements, encore que c'est quand même le surfwear sur la côte basque. Et ça, C'est vrai. voilà, Ouais. ça m'intéresse aussi parce que ce sont des catégories de population. On s'habille par troupeau, j'allais dire, quand on est adolescent, Oui. ou par tribu Ouais. plutôt. Et donc, si, j'étais quand même sensible à ça. Après, j'ai choisi de faire de l'architecture. Oui, donc vous avez eu une vie professionnelle avant Oui, avant cette société. reconversion, Ouais. absolument. Et c'est au cours de mes études d'architecte à Paris, qui ont été des études très, comment dire, très philosophiques, Ouais.
peu intéressé par la praticité du métier d'architecte. De nos jours, on dirait que, je m'en suis rendu compte il y a quelques jours en y pensant, de nos jours, on dirait que j'ai fait des études woke. Mais c'était un peu le carcan il y a une quinzaine d'années dans l'école dans laquelle j'étais. Alors, le mot n'existait pas à l'époque, mais Derrida, Foucault, Deleuze et tout le déconstructivisme étaient là pour bien vous apprendre et vous enseigner que l'architecture n'existe pas et qu'il va falloir la réinventer ou se réinventer soi-même. Ouais. Donc certes, ça m'a ouvert l'esprit, mais très vite, ça m'a ouvert l'esprit sur le fait qu'il fallait peut-être que j'aille voir ailleurs. Ouais, ouais. Un wokisme d'une autre décennie. Voilà, exactement, le pré-wokisme. On peut dire. Chez Scavini, à Paris, Julien Scavini, la singularité de vos créations, de vos produits, vous disiez que vous n'étiez pas spécialement d'accord avec ce terme. Quelles sont-elles? Quelles sont vos singularités par rapport aux autres tailleurs parisiens? Alors, je fais ce qu'on appelle du sur-mesure au masculin. Donc, j'habille exclusivement les hommes de vêtements tailleurs, c'est-à-dire des costumes, des vestes, des pantalons, des manteaux, de la chemise. J'ai, du coup, d'une certaine manière, le plaisir de vous répondre à l'envers de votre question. Non, je n'ai aucune spécificité. La seule, enfin, non, c'est pas une spécificité, mais j'essaye de bien faire dans mon secteur d'activité. Ce secteur d'activité étant par ailleurs très classique. Ce qui m'intéresse, c'est le classicisme, la permanence des formes. Certes, je ne coupe pas les costumes comme en 1930, même si ça m'amuse d'être un peu historiciste parfois. Mais donc j'essaye quand même d'être contemporain, mais ça reste quand même complètement classique. Extrêmement classique, mais avec des petites touches parfois de modernité. Parfois, vous vous permettez de... il faut quand même essayer d'apporter twister, comme on oui, pourrait des dire. et puis surtout, alors c'est parce que je suis très historien par ailleurs du métier et de cette élégance-là. Donc, je peux très précisément dire, et c'est mon grand plaisir, quel est le style de 1900, celui de 1910, celui de 1920, celui de 1930. Ce qui me permet d'avoir une idée assez claire de ce qu'est aujourd'hui. Toutefois, un bon historien n'est pas du tout un bon futurologue, donc je ne suis pas forcément le plus à même d'être dans le contemporain. Oui. Mais en tout cas, en ce qui concerne le costume masculin, il n'y a pas non plus de grand besoin de recherche. Et vous parlez de classicisme. Si certains modèles, certaines coupes, certaines couleurs même, pourquoi pas, étaient à la mode ou étaient portés déjà par le même public, la même clientèle il y a 50, 70 ans, il y a peu de chances que dans 50, 60 ans, ce soit différent. Il y a des grands cycles, en effet, dans la mode et des grandes répétitions, mais ça ne se répète jamais exactement pareil. Après, il y a une nuance quand même très importante, c'est que, en tant que tailleur, je travaille avec des matières plutôt naturelles, laine, principalement, un peu le coton, le lin, et que la grande nuance, c'est que dans le futur, ces matières sont quand même amenées à être très, très minoritaires. Être remplacées. Voilà, c'est quand même les matières plastiques, les matières artificielles qui prennent le... Donc vous pensez déjà à la façon de remplacer noblement, le plus noblement du monde, ces matières-là? D'une certaine manière, les classes intéressées par le beau, les élites, pourrait-on dire, auront toujours de la laine sur le dos et des matières naturelles. Donc, en tout cas, en partie. Évidemment, c'est pas homogène. Oui. Donc, elles auront... Je pense que dans 20, 30, 40 ans, ces belles matières naturelles seront justement un signifiant social. Il y a ceux qui les porteront et ceux qui les porteront pas. Mais quelle sera la capacité ou la quantité de choses répétées d'il y a 50 ans dans les 50 ans prochaines années, c'est pas forcément facile à dire comme ça. On en vit quand même une période alors vous nous disiez que vous n'étiez pas du tout futurologue, mais vous l'êtes quand même un peu par la force des choses. Vous y réfléchissez. Absolument. En tout cas, on en reparlera tout à l'heure, Julien Scavini. Est-ce que vous avez un produit, donc depuis 2011, vous avez dit naissance de votre société, est-ce qu'il y a un produit un peu iconique, un seul produit que vous vendez qui reflète, qui illustre merveilleusement votre univers? Complexe à répondre précisément parce qu'en mesure, moi j'ai plaisir à tout faire, autant des costumes que des vestes. D'ailleurs, on fait quand même plutôt toujours majoritairement des costumes. Les hommes ont du mal à se mettre à la veste seule. Quand on vient chez le tailleur, c'est quand même pour se faire réaliser une pièce importante, donc le costume. Ensuite, si je peux dire, en prêt-à-porter, puisque j'ai décidé en 2016, à côté du sur-mesure, d'avoir une petite activité de prêt-à-porter, c'est toujours utile de combiner les deux. Et là, j'ai réinterprété une veste qui était une veste iconique de la rive gauche, d'une enseigne qui a maintenant disparu, qui était rue de Sèvres, et qui faisait une très belle veste d'origine solognote. Et moi, je suis allé un peu chercher du côté de cette veste pour créer ma veste Maubourg, qui est une veste dont la forme proche pouvait être portée par des gens
comme Serge Moiti ou notre ancien Ouais, garde des Sceaux, voilà, des vestes déconstruites avec des revers de bas de ouais. manches. Alors ça, c'est une pièce iconique, mais un, je ne l'ai pas créée, et deux, ça n'est qu'une petite part de mon prêt-à-porter. Voilà. Mais par contre, c'est une veste que j'ai grand plaisir à développer. J'ai bien compris. On va reparler un peu de mode, justement. On en a un peu parlé, mais est-ce que typiquement cette veste, le Maubourg que vous décrivez, est-ce que c'est quelque chose qui peut résister au temps? Alors déjà, parce que hein, on n'en a pas parlé en revanche de ça, mais ce que vous vendez, donc ce sont des vêtements de qualité, vous l'avez dit. Donc dans la mesure où la mode, cette mode des vêtements que vous vendez va résister au temps, est-ce que le vêtement en lui-même va aussi résister en termes D'habitus pour les gens. absolument, oui, oui, Alors ça, c'est pas du tout évident. En revanche, donc c'est un questionnement de futurologue permanent en tant que oui, tailleur oui, et de businessman aussi, parce que où vais-je bien sûr, avec oui, mon oui. activité? Il est certain que tout ce qui est vêtements tailleur est en perte de vitesse. C'est certain. Euh, en macroéconomie. Parce qu'en micro, pour ce qui me concerne et pour mes confrères qui font du sur-mesure, on est tous en croissance. Certains disent à 2 chiffres, faut peut-être pas trop exagérer, mais en tout cas, on fait une croissance permanente. Et les industriels qui sont derrière nous, qui proposent des services de sur-mesure, hein, eux aussi sont en croissance. Et les groupes de luxe, quand ils s'y mettent aussi à la mesure, sont en croissance. Toutefois, c'est vrai qu'on peut légitimement questionner ce qu'est la veste. La Mm. veste avec son épaulette, sa manche montée, sa structure, sa rigidité, son obligation de repassage, son obligation de pressing. Elle est un petit peu compliquée. Enfin, son futur est questionnable. Alors, du coup, vous disiez, oui, la Maubourg, elle a de l'intérêt d'une certaine manière parce que ce sont des vestes qui sont plus proches de la chemise, des vestes Oui, déconstruites. mm. Et donc, de ce point de vue-là, elles ont forcément un avenir. Elles ont forcément la veste déconstruite, oui. Le terme de déconstruction étant, Je pense que du étant coup, pour les également. industriels qui nous regardent, je pense que les industriels qui font du tailoring, c'est-à-dire qui font de la pièce construite, peuvent se faire du souci. Par contre, les industriels qui font de la chemise ou qui ont des savoir-faire sur la chemise peuvent s'intéresser au futur parce qu'ils ont la veste à réinterpréter de leur côté. Comment vous rendez enfin gaga, ce n'est pas le mot, mais euh, la fidélité de vos clients, Julien Scavini? Dessinez-moi un peu Est-ce que depuis 2011, vous avez des clients fidèles? Est-ce que tous le sont? Ou alors, vous avez aussi une catégorie, je ne sais pas quel pourcentage, mais qui vient parfois chez vous, qui va un peu aussi ailleurs? J'ai la chance d'avoir une clientèle qui est très variée, très jeune jusqu'à très âgée. Ouais. Ah Très oui. jeune Vous parce avez que toutes les générations. tout, absolument. Aussi parce qu'il y a beaucoup de mariages, hein, le milieu du Ouais. sur-mesure Ouais. drive Ouais. est beaucoup aiguillonné par la demande mariage, en plus du costume de travail. On a beaucoup de jeunes parce que les jeunes s'intéressent au costume, non pas comme un costume de travail en fait, mais comme un habit qu'ils n'ont pas connu en fait, souvent. Hein. Les jeunes qui sont nés en 90 et après 2000 n'ont pas vraiment connu le costume sur leurs parents. Donc ils s'y intéressent comme un vêtement curieux, un vêtement d'intérêt pour eux, un vêtement qui a de l'allure, parce que Mhm. du coup les jeunes sont très capables de voir où est la classe, ce qui est très différent des quadras en fait d'aujourd'hui, qui ne savent pas tout à fait voir où est l'élégance, où est la classe, comme disent les jeunes, alors que des jeunes de 20 ans sont tout à fait capables de dissocier un vêtement du quotidien d'un vêtement très classe. Donc ça, du coup, c'est pour dire que Ça, c'est la Gen Z. voilà, Voilà, c'est le exactement. côté. Donc j'ai tout. Et puis j'ai aussi des clients qui ont encore avant-hier un client de 88 ans, fidèle lecteur du Figaro. Donc j'ai tout. La fidélité, elle est plutôt là parce que quand on est avec un artisan et que le courant est passé, Mhm. c'est quand même difficile d'aller voir ailleurs, sauf à ce Oui. qu'on est déçu. Ça peut arriver, hein, on À n'est moins jamais parfait. Hein, mais d'un tracas. ça peut arriver parce que c'est Hmm. le métier du tailleur, c'est un peu comme le métier du cuisinier. On doit un peu flatter l'ego, hein, et faire plaisir à la personne. Ouais. Alors, mais quand on est avec une assiette, c'est différent quand on est avec un miroir. Et donc le tailleur, il bute à ça. Alors, et puis c'est une question humaine aussi, surtout à mon échelle, comme je suis, on n'est que 3 à la boutique. Si j'avais 15 boutiques, la relation serait différente. Mais quand on a une toute petite échelle, on arrive quand même à construire quelque chose de plus intéressant. Hmm. Parce que les personnes sont des habituées, elles aiment l'humeur, voilà. On cultive le temps long. Oui, moi je Euh, crois à ouais. ça, oui. Julien Scavini, merci d'être venu sur ce plateau pour nous raconter votre parcours. Vous êtes donc tailleur et fondateur de l'entreprise qui porte votre nom, Scavini Paris. Merci pour votre présence et donc à très bientôt. Merci à vous.